Hello, j'espère que vous allez bien. Jour des shootings, on est dans le sud. On est parti ce matin à 4h, il est midi. Où est-ce que tu m'amènes? Je t'emmène voir Sarah. Sarah qui est doula. On part la rencontrer dans le sud-ouest de la France et elle va nous parler un petit peu d'elle et de sa profession. Je connais rien du tout au métier de doula ni à cette passion. Donc trop hâte de la rencontrer. J'ai jamais rencontré Sarah. Je vous en dis pas plus. Je lance la vidéo. Hello Sarah, je te laisse te présenter. Je m'appelle Sarah, j'ai 39 ans depuis peu. Ouais. J'ai 3 enfants qui font l'école à la maison, qui ont 7, 10 et 13 ans. Et puis j'habite dans le sud-ouest. Je suis née aux États-Unis de parents allemands et j'ai grandi en France à partir de l'âge de 5 ans. Comment tout a commencé pour toi dans cette profession de doula? Je pense que ma passion pour la grossesse, l'accouchement et tout ça, elle remonte à mes propres expériences quand je suis devenue mère. Mais la première fois que j'ai assisté à un accouchement, c'était en 2017 pour une amie. Et je pense que c'est elle qui m'a dit la première fois « Et tiens, si tu devenais doula ». Et voilà. Et moi, je connaissais pas vraiment le métier. Ça me semblait possible, mais en même temps, voilà, comme le métier n'est pas connu, ça me semblait aussi un peu impossible. Enfin, je sais pas comment le décrire. Et puis après, j'ai vu un séminaire de Michel Audin et Liliana Lamers en 2019. Et je me suis dit, peut-être que je serai doula dans 10 ans, quand mes enfants seraient grands, parce que ma priorité, c'est les enfants. Et puis finalement, début 2020, j'ai eu 3 demandes de présence à l'accouchement en même temps. Et je me suis dit, peut-être que c'est maintenant en fait et pas dans 10 ans. Donc voilà, j'ai vu pour m'organiser et puis commencer à ce moment-là. Concrètement, que proposes-tu aux futures mères, aux futurs parents? C'est d'aider les couples, de leur permettre d'être le plus acteurs possible de leur chemin de grossesse, d'accouchement et du postpartum, de faire leur choix. Voilà, de se sentir acteur en fait de leur histoire et de les aider à préparer cette naissance et l'après, et puis d'être avec eux aussi le jour J, quand c'est possible. C'est vraiment chouette, voilà. Et de les aider aussi à améliorer leur communication avec le corps médical, avoir une communication plus ouverte pour augmenter leurs chances en fait d'avoir l'expérience qu'ils veulent. Parce que malheureusement, c'est pas le fait de prendre une doula ou d'écrire un beau projet de naissance qui garantit que ça se passe bien. Voilà. C'est davantage le choix en fait des personnes présentes le jour J. C'est beaucoup plus important. Dans l'inconscient collectif, l'accouchement est forcément un mauvais moment à passer. C'est ça, c'est vrai qu'on nous fait croire, et c'est partout, au cinéma, dans les séries, etc., que l'accouchement c'est absolument horrible. On voit toujours, c'est toujours la même façon. Ça démarre par un gros splotch, l'eau, on perd les os, idéalement en plein milieu d'un centre commercial, quelque chose comme ça. Et puis on se rend à la maternité, et puis la femme hurle pour sortir son bébé. Et en réalité, c'est vrai que quand tout se passe bien, ça n'a rien à voir. Il y a des femmes qui prennent plaisir, vraiment. Il y en a qui prennent beaucoup de plaisir à accoucher. L'accouchement peut être agréable. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi, je pense que les photos, les vidéos, etc. d'accouchement se développent. Tout ce qui est aussi, je ne sais pas si vous connaissez, il y avait un documentaire qui s'appelle Orgasmic Birth, sur la naissance orgasmique. C'est des choses, on va dire qu'il y a très très peu de gens, très peu de personnes, très peu de femmes qui le vivent, mais ça existe. Et c'est important d'en parler, puisque plus de monde le sait, pas forcément que la naissance est orgasmique, mais qu'elle peut être juste agréable et bien vécue. Plus on a de chances de bien le vivre. Parce que si on se dit que quelque chose est affreux, atroce et hyper douloureux, il y a de la grande chance que ce soit affreux, atroce et hyper douloureux, parce que la peur augmente la douleur. On nous prépare à avoir mal, mais on nous conditionne en fait à avoir mal en accouchant. Est-ce que tu penses que nous sommes assez préparés à cette maternité? Vu toutes les surprises qu'il y a et
ouais, de surprise ou des fois le choc après, c'est bien la preuve que non, on n'est pas préparé suffisamment. Il y a plein de tabous. Comme quoi? Comme des histoires de saignement après la naissance, tout simplement que l'accouchement n'est pas terminé tant que le placenta n'est pas sorti. Des fois on se dit, ah ça y est, bébé sur moi, c'est fini, mais non. Il y a encore la deuxième partie de la naissance. Oui, le fait que ce soit normal de saigner pendant plusieurs semaines après l'accouchement. La fatigue intense, je pense pas qu'on soit vraiment préparé à ça. Les nuits, tout ça. Et tout simplement aussi, c'est vrai que on n'est pas vraiment préparé, on ne nous enseigne pas les besoins physiologiques du nouveau-né. En fait, le fait que ce soit normal pour un bébé de téter, par exemple, toutes les 2 heures, y compris la nuit. Que ce soit normal pour un bébé d'avoir besoin de contact physique jour et nuit, d'être en contact vraiment avec sa personne de confiance. Voilà, plein de personnes cherchent à faire dormir les bébés dans leur propre chambre, les faire dormir dans un berceau la journée, etc. En se demandant mais pourquoi ils réclament tout le temps les bras, alors que c'est totalement naturel. Et si on le voyait comme quelque chose de naturel et de normal, on ne s'inquiéterait pas et on n'aurait pas de problème à résoudre du coup. On a tendance à banaliser les accouchements. Pourquoi c'est important de vivre un accouchement respecté? Mais c'est essentiel, qu'on ait eu un accouchement médicalisé ou non médicalisé, le plus important, c'est de s'être senti respecté. Et le risque, c'est le syndrome post-traumatique, la dépression du postpartum. Et voilà, donc c'est vrai qu'on banalise l'accouchement, où on a en tête que c'est juste un mauvais moment à passer, mais en réalité les effets peuvent durer des semaines, des mois, des années. Donc c'est au contraire pour la santé mentale de la mère et du coup la relation avec l'enfant, hyper important. Le vécu de l'accouchement n'avait pas réellement de lien avec les événements de l'accouchement, c'est-à-dire le déroulé de l'accouchement. On peut avoir un accouchement médicalisé ou une césarienne et l'avoir très bien vécu, s'être sentie respectée, s'être sentie actrice de ses choix, des décisions, d'avoir été impliquée dans les décisions à prendre et donc avoir un bon vécu. Et au contraire, être traumatisée par un accouchement qu'on pourrait dire physiologique, naturel, par voie basse, mais on ne s'est pas senti actrice, on ne s'est pas senti respectée, on ne s'est pas senti en sécurité. Donc je voulais aussi dire que ce n'était pas juste la manière dont on accouche qui est importante, c'est surtout la manière dont on se sent pendant cet accouchement. Et il y a un médecin qui s'appelle Gabor Maté qui est spécialiste des traumas et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Il dit le traumatisme, c'est pas l'événement qui s'est produit, ce qui vous est arrivé, ce n'est pas ça le traumatisme. Le traumatisme, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous en conséquence de ce qui est arrivé. On peut très bien avoir vécu la même chose qu'une autre personne, comme tu dis, les forceps, d'une personne à une autre. Il peut y avoir un traumatisme, il peut y avoir une satisfaction. Donc c'est pas l'acte, c'est pas le geste, c'est pas les forceps qui causent le traumatisme, c'est comment on le vit. Peux-tu nous expliquer ton rôle lors d'un accouchement? Lors d'une présence à l'accouchement, ce que je fais, ça va dépendre encore une fois des besoins de la personne, du couple. Donc c'est très individuel, mais parmi les choses qu'une doula peut faire, il y a sa simple présence déjà qui est bénéfique, le fait d'être juste un témoin silencieux. Il y a les massages, on peut se relayer du coup avec le partenaire pour masser la femme qui est en travail. Il y a les points de pression, de presser les hanches, tout ce qui va aider avec des suspensions, qu'elle puisse se suspendre. Aider la femme à rester en mouvement. Le mouvement est hyper important pendant l'accouchement, qu'on ait une péridurale ou pas d'ailleurs. C'est important de toujours bouger son bassin. Donc on peut aider avec ça, surtout s'il y a une péri du coup pour
permettre à la femme de rester mobile. Si elle est allongée sur le côté, par exemple, on va pouvoir prendre sa jambe et venir faire des mouvements pour tout simplement qu'elle garde la mobilité. Et voilà. Et puis après, soutenir le conjoint, se relayer avec lui. Et puis voilà. Après, moi, je fais aussi des photos et des vidéos. Donc, quand j'ai les mains libres, je fais ça. Comment prépares-tu cette naissance avec les parents? Les projets de naissance, ça leur arrive quand même assez souvent d'en écrire. Moi, je les relis avec eux. Le projet de naissance, souvent, il est pour le personnel médical, donc soit pour la maternité, soit pour les sages-femmes. Je les encourage à être le plus ouvert possible, enfin vraiment discuter chaque point. Mais avec moi, ça va être plutôt, je vais vraiment leur décrire, leur expliquer comment je travaille et que j'ai besoin de connaître leurs attentes et leurs besoins pour y répondre. C'est-à-dire que je leur explique que je ne vais pas juste venir et masser quelqu'un qui ne m'a rien demandé. Une femme qui ne m'a rien demandé, je vais pas juste... À moins que j'ai une intuition, qu'elle se plaigne de maux de dos très forts, ou je vais venir proposer un massage ou un appui sur le dos, et qu'elle est libre de refuser à tout moment. Et d'ailleurs, c'est ce qui est magnifique aussi chez les femmes en travail, quand elles sont bien... on me dit qu'elles sont déconnectées de leur néocortex et bien connectées à leur cerveau primitif, c'est qu'elles perdent l'inhibition, la politesse et tout ça, donc elles peuvent être très crues. Alors ça c'est non. Le cliché des femmes qui engueulent leur mari. Exactement, c'est ça. C'est la politesse qui fout le camp. Et c'est un très bon signe en fait, on devrait se réjouir quand la femme devient sans filtre. Ouais, c'est un bon signe. Donc voilà. Mais après, chaque doula est différente et c'est vrai que pour choisir sa doula aussi, j'encourage la communication ouverte, même d'en contacter plusieurs pour faire connaissance, poser des questions et puis voir avec laquelle le feeling passe le mieux. Puisqu'idéalement, faut se sentir le plus à l'aise possible avec cette personne, surtout si elle est là le jour J. Voilà. Donc moi, je les encourage à être ouverts, à communiquer avec moi. Je leur dis que je respecterai toujours leurs préférences et que je ne vais pas m'immiscer, je ne vais pas prendre la place du conjoint. Ça sera toujours... c'est un peu comme une danse en fait entre... quand il y a des espaces vides, hop, je les comble. Mais s'il n'y en a pas, je suis juste dans un coin, je suis là, où je vais faire un tour, où je fais des photos discrètement. Tu réalises de nombreux clichés à l'aide de ton appareil photo. Peux-tu nous en dire plus? Oui, les photos d'accouchement, c'est quelque chose qui est vraiment très très important pour moi. Les images, les vidéos aussi, ou même juste des sons, des captures sonores, permettent de revivre le moment d'une manière unique et peuvent, même lors d'un accouchement difficile, aider dans le processus de réparation, en fait, de guérison de l'événement. Donc, je trouve ça important pour tous les accouchements, qu'ils soient magnifiques, faciles ou vraiment difficiles, d'avoir quelque chose auquel se raccrocher et revoir après. Donc, je trouve génial de pouvoir revoir sa force, parce que quand on est dans l'accouchement, si on est dans un accouchement physiologique submergé par le flot des hormones, c'est comme si on planait, on est un peu ailleurs. Donc il y a plein de choses dont on ne se souvient pas et que les images permettent de revoir et de se souvenir. Et on voit notre force, on voit l'amour par lequel on est entouré, notre soutien, notre partenaire, les sages-femmes, etc. Il y a des échanges de regards, il y a des gestes, des mots et tout ça qui sont juste trop beaux à revoir. Et puis je pense aussi aux enfants plus tard qui vont pouvoir voir la manière dont ils sont venus au monde et ça c'est génial aussi. Quelle est l'importance du coparent lors d'un accouchement? Donc l'importance du conjoint ou de la conjointe à l'accouchement, ça dépend des familles, ça dépend des couples. C'est sûr que dans notre société c'est vu comme indispensable et normal que, disons, le conjoint, pour faire simple, soit présent
à l'accouchement. En réalité, parfois, c'est pas aidant. Parce qu'il peut avoir son propre stress, l'anxiété qui du coup se transmet à sa compagne. Et que bon, si on regarde du côté hormonal de l'accouchement, voilà, on sait que l'adrénaline n'est pas bénéfique. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime être présente aussi avec les couples le jour J, c'est que je suis là aussi pour le conjoint et qu'il peut prendre le temps dont il a besoin. C'est-à-dire qu'il peut être présent, voilà, plus ou moins présent selon son degré de confort. Et moi, je fais le relais, en fait, tout simplement. Donc, généralement, peu importe, en fait, que ce soit un conjoint qui est très, très, très impliqué, très présent, ou au contraire, plus en retrait, généralement, ils sont satisfaits, très satisfaits de ma présence, aussi pour cette raison, parce qu'on peut, voilà, s'occuper de soi, c'est-à-dire même tout simplement aller manger, faire une sieste, en sachant que la femme n'est pas toute seule pendant ce temps-là, qu'il y a toujours quelqu'un pour la soutenir, pour s'occuper d'elle. Pourquoi prendre la décision de faire appel à une doula? Pour se sentir soutenue, pour être soutenue, accompagnée, avoir quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui soit neutre et qui ait du temps, en fait, contrairement à, par exemple, quelqu'un du corps médical, voilà, où les rendez-vous s'enchaînent, qui peut manquer de temps pour écouter la personne. Et contrairement aussi aux amis ou la famille qui peuvent parfois plus donner des conseils que vraiment écouter. Non, c'est pas un suivi médical du tout. C'est un accompagnement émotionnel principalement. Et il est différent pour chaque couple, chaque personne que j'accompagne. Et il dépend vraiment de ses besoins, de quoi elle a besoin. Et je vais essayer de m'adapter en fait à ce qu'elle puisse vivre l'expérience d'accouchement dont elle rêve ou voilà, qui serait la meilleure pour elle. Quel est le meilleur vécu possible. Et peu importe ses choix en fait. Si c'est quelqu'un qui veut accoucher de manière non médicale, ou quelqu'un qui prépare une césarienne, ou quelqu'un qui prépare un accouchement avec une péridurale, tout ça c'est ok et on se prépare juste à le vivre le mieux possible en fait. Oui, une doula peut aussi accompagner, donc chaque doula a sa spécialité ou ses spécialités, mais d'une manière générale, elles accompagnent également les IVG, le désir d'enfant, le PMA, voilà. Donc pas seulement les grossesses effectives et les accouchements et le postpartum. Tu accompagnes aussi les mères dans leur postpartum. Pourquoi est-ce si important? Oui, c'est important pour les parents de se constituer ce qu'on appelle un village pour le postpartum. Que ce soit des amis ou la famille ou une doula. Idéalement plusieurs personnes pour aider à, on va dire tout simplement survivre à cette période et la passer le mieux possible. Et j'accompagne le postpartum selon les demandes, avec plus ou moins de rendez-vous, mais il y a toujours au minimum un rendez-vous pour parler de la naissance, de ce qui s'est passé. Après le postpartum, on le prépare plutôt avant la naissance, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, mais il y a au moins un rendez-vous avec moi après la naissance pour parler de l'accouchement. Vérifier que l'allaitement, si c'est choisi, voilà, se passe bien. Et si besoin, rediriger vers des professionnels de santé. Voilà. En fait, tu es le relais en fait entre les parents et les personnes. Enfin, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un espèce de relais qui se crée en fait entre les parents et le personnel médical, parce que tu n'es pas soignante, mais tu as la confiance des parents qui vont pouvoir en fait soutenir en fait les soutenir en fait. Les parents. Oui. Ouais. Quel conseil pourrais-tu donner aux futures mères et aux coparents? J'ai pas un plan de naissance ou une manière idéale de faire pour tout le monde. Chaque personne, en fonction d'où elle en est dans son cheminement, etc., on va dire, ne peut pas avoir la même expérience. C'est-à-dire, quelqu'un qui se dit accoucher sans péri, c'est mieux, il faut que je fasse ça, mais qui n'est pas préparé, pourrait être choqué, submergé par la douleur et très très mal vivre son accouchement entre guillemets naturel.
Donc ça, je voudrais pas en fait que quelqu'un pense qu'il y a une meilleure manière d'accoucher. En fait, c'est vraiment individuel, ça dépend des personnes, ça dépend d'où elles en sont, ça dépend de leur trauma passé, etc. C'est comme un cheminement. Je pense que si quelqu'un m'avait dit, en fait quelqu'un m'a dit la première grossesse, mais pourquoi tu vas pas dans une petite clinique privée où tu connaîtras la sage-femme qui sera là pour ton accouchement le jour J, et j'en voyais pas du tout l'intérêt. Donc voilà, j'étais pas au même point qu'après cette expérience dans un grand, très très grand hôpital de niveau 3 où j'ai ressenti, enfin j'ai eu besoin de comme ressentir le côté inhumain de l'accouchement pour comprendre pourquoi c'était important de l'humaniser. Et du coup, juste donner des informations à quelqu'un qui n'est pas prêt, ça sert à rien d'après moi. Donc, je dirais à chacun de faire ce qui lui semble bon pour lui. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend. Des fois, on tombe sur quelqu'un qui nous dit quelque chose, et ça nous fait cheminer, et puis ça se passe très très bien de la première fois. Tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir un accouchement traumatique pour avoir un accouchement merveilleux après. C'est pas ce que je veux dire non plus. Mais voilà, de pas se forcer non plus, de pas culpabiliser si on se sent pas de faire ce qui semble ou ce qui est dit comme étant le meilleur.